Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire, ce nouveau podcast de Cyril Malka Sans Divan. Aujourd'hui, nous allons regarder d'un peu plus près l'hypnose. J'ai régulièrement des questions par rapport à ça. Les gens se posent beaucoup de questions à propos de l'hypnose. Ça reste un petit peu mystérieux. Et donc, je me suis dit que j'allais lever un petit peu le voile sur ce que c'est que l'hypnose exactement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Malka, je suis psy cognitif et hypnothérapeute. J'en parlais avec ma femme, là, je calcule un petit peu, ça doit faire une bonne quinzaine d'années que je bosse avec l'hypnose. Bon, maintenant, ça va bientôt faire 30 ans que je travaille avec la psychologie, mais enfin bon. Mais comme quoi, le temps passe très, très vite. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur moi, j'ai pas trop envie de m'étaler. Vous allez sur malka.fr, qui est ma page principale. Et là, il y a tout un truc qui s'appelle « Qui et où est Cyril Malka ?» Et vous pouvez en savoir plus sur ce que je fais et qui je suis. Maintenant, revenons un petit peu sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'hypnose. Alors, il se dit beaucoup de choses intéressantes, bizarres, mystérieuses sur l'hypnose. C'est un phénomène qui, toujours aujourd'hui, n'est pas vraiment connu. Comme nous le verrons au travers de ce webinaire, il y a une part d'inconnu dans l'hypnose et l'inconnu, des fois, peut faire un petit peu peur. Mais le problème de l'hypnose, c'est que ça a été aussi, justement parce que ça a ce côté un petit peu inconnu, ça a été utilisé beaucoup comme ce qu'on appelle l'hypnose de scène, ce qui est les magiciens ou les hypnotiseurs qui donc sont sur une scène et font faire des choses à différentes personnes. Ça a été utilisé dans des films, dans des théâtres, dans pas mal de trucs. Et ça fait que ça a un petit peu ça sent un petit peu le mystique, l'inconnu, et ça peut faire un peu peur, comme tout ce qui est un petit peu inconnu. Alors, je me souviens à un moment donné quand j'avais mon cabinet à Amboise, en Touraine, je travaillais avec France Bleu Touraine une fois par semaine où j'étais à la radio et puis donc je répondais aux questions des gens, etc. Et donc mon cabinet était dans un troglodyte, donc dans une grotte à l'époque. Et je me souviens que quand j'avais dit à l'animateur justement de France Bleu Touraine que mon cabinet était dans un troglodyte, oh là là, mon Dieu, il fait de l'hypnose dans une grotte. Alors là, tout de suite, on pouvait voir le comte Dracula se profiler. Très bien, enfin bref. Non, l'hypnose, ça n'est pas ça. Je suis désolé de vous décevoir ou je suis heureux de vous réconforter, mais l'hypnose n'est pas du tout ça. Alors, avant tout, qu'est-ce que l'hypnose et quels sont certains principes qui sont importants avant de vraiment aller un petit peu plus en avant. Alors, il faut savoir que bon hypnothérapeute ou mauvais hypnothérapeute ou ce que vous voulez, il y a certaines personnes qui ne sont pas hypnotisables. Je crois que c'était l'université d'Oxford qui avait fait une étude à l'époque et qui avait trouvé que aux environs de 10% des gens ne sont tout simplement pas hypnotisables. Pourquoi ? En fin de compte, on ne sait pas, parce que comme on va le voir un petit peu plus tard, on ne sait pas comment l'hypnose fonctionne et comment l'hypnose marche. Donc, pour les mêmes raisons, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas des fois. Donc, point numéro 1, certaines personnes ne sont pas hypnotisables. Bon, si on enlève les personnes qui ont un quotient intellectuel trop bas pour être hypnotisables, bon, ça représente quand même un quotient intellectuel aux environs de 80. Donc, la plupart de ces gens-là ne verront pas une vidéo YouTube. Toutes les personnes au-dessus de ce quotient intellectuel sont possibles à hypnotiser. Mais, pour une raison ou pour une autre, certaines personnes, même s'ils ont un QI élevé ou un QI normal, ce que vous voulez, ne sont pas hypnotisables. Point numéro 2, important,
on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un en état d'hypnose que cette personne ne ferait pas en temps normal. C'est-à-dire que les films, les shows, ce que vous voulez, les spectacles qui vous font penser ou qui vous font croire que l'on peut faire quelque chose à quelqu'un que cette personne ne se souviendra pas en se réveillant du tout, ou que c'est quelque chose que cette personne ne ferait pas en temps normal, que ça va à l'encontre de son éthique ou de sa morale, etc. Non, ça n'est pas possible, parce que comme on le verra un petit peu plus tard, quand on est en état d'hypnose, on n'est pas inconscient, vous n'êtes pas totalement à l'ouest, vous ne dormez pas, vous n'êtes pas en état de ne pas être vous, quelque part. Ce qui fait qu'un hypnothérapeute ne peut pas vous faire faire quelque chose que vous ne feriez pas en temps normal. Ce qui veut dire, par exemple, que lorsque j'ai eu des clients, ou lorsque j'ai des clients en thérapie, parce qu'ils veulent, par exemple, arrêter de fumer, peu importe que ces personnes croient ou ne croient pas en l'hypnose. Ça ne change absolument rien. Même si la personne vient et me dit « j'aimerais bien essayer, mais j'y crois pas vraiment », ça, je m'en fous. Pas un souci. Mais si cette personne ne veut pas, à l'intérieur d'elle-même, arrêter de fumer, moi, en tant que thérapeute ou en tant qu'hypnothérapeute, je ne peux pas la faire s'arrêter de fumer. On ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un en état d'hypnose que cette personne ne ferait pas en temps normal. S'il veut arrêter de fumer mais qu'il ne croit pas en l'hypnose, ça marchera. Si quelque part à l'intérieur de lui-même, il ne veut pas arrêter de fumer, mais qu'il croit à l'hypnose dure comme fer, ça ne marchera pas. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir lorsque vous allez chez un hypnothérapeute, lorsque vous voulez commencer une thérapie qui inclut quelque chose, qui inclut l'hypnose. Ne vous inquiétez pas sur le fait en vous demandant « Non, est-ce qu'il va me faire faire quelque chose et puis je ne m'en souviendrai pas et ça va être horrible ?» Non, parce que vous n'êtes pas inconscient. Point numéro 3. On ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre son gré. C'est-à-dire que si quelqu'un qui, par exemple, une soirée, ah, t'es hypnothérapeute, toi? Bah ouais. Bon, bah vas-y, hypnotise-moi. Alors, personne ne peut m'hypnotiser. Bon, bah moi non plus. Si quelqu'un ne veut pas se laisser hypnotiser ou ne veut pas être hypnotisé, eh ben, on ne peut pas l'hypnotiser contre son gré. On peut hypnotiser quelqu'un à son insu, remarquez bien. C'est-à-dire que lorsque l'on dit qu'on ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre son gré, c'est que vous, consciemment, pensez « je ne veux pas être hypnotisé ». Maintenant, si vous avez vos défenses qui sont descendues, si vous n'y pensez pas, parce que, là, l'exemple que je viens de prendre, par exemple, c'est à une soirée. Maintenant, si vous n'êtes pas à une soirée, si vous êtes dans un état tout à fait normal, si vous regardez la télévision, etc., ce que vous voulez, vous pouvez parfaitement être hypnotisé sans le savoir. Vous pouvez parfaitement être hypnotisé à votre insu, mais vous ne pouvez pas être hypnotisé contre votre gré. Donc, le principe d'hypnotiser les gens à leur insu, ce sont des méthodes qui sont utilisées tous les jours par les publicités, par les différentes méthodes de marketing, par les politiciens. Lorsque François Hollande dit « moi, président, je », il utilise une méthode hypnotique. Lorsque Nicolas Sarkozy, lors de sa campagne présidentielle, a été à l'encontre ou contre Ségolène Royal, là aussi, il a utilisé des méthodes hypnotiques que Ségolène Royal et les personnes qui regardaient la télé n'ont pas nécessairement vues. Lorsque Manuel Valls utilise certaines méthodes où on a l'impression qu'il s'excite, qu'il répète certains mots, qu'il tape sur la table, etc., non, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait, il utilise des méthodes hypnotiques. Donc on peut hypnotiser, et vous êtes hypnotisé régulièrement à votre insu, mais vous n'êtes jamais hypnotisé contre votre gré. C'est-à-dire que si vous êtes en état de défense ou si vous vous êtes décidé pour ne pas être hypnotisé, vous ne pouvez pas être hypnotisé. Alors,
Je me souviens, j'avais eu une patiente un jour, lorsque je travaillais avec elle en hypnose, c'était sur certaines angoisses. Et puis, elle avait été surprise parce que je travaille aussi avec des méthodes cognitives, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'hypnose, mais également une façon de penser, comment vous réfléchissez, quelles sont vos émotions, etc., etc. Et cetera. Et donc, il y a un travail que le client doit effectuer lors de la thérapie. Et après l'avoir hypnotisé la première fois, c'était une séance vide, comme je les appelle, c'est-à-dire une séance, ça on verra un petit peu plus tard également, qui ne contient pas de suggestions spéciales, juste pour que les gens essayent un petit peu et voient un petit peu ce que c'est. Euh, donc quand elle est sortie de cette séance, et puis quand on a commencé à parler de ses angoisses, et euh, donc d'un certain travail qu'elle devait effectuer par rapport à ses angoisses, elle m'a dit, oui, mais attendez, moi je croyais que quand je venais chez un hypnotiseur, ça voulait dire que vous alliez m'hypnotiser, moi j'allais m'endormir, puis vous alliez enlever mes problèmes, et puis j'allais me réveiller sans ces problèmes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai que c'est un outil puissant, et c'est un outil qui peut vraiment aider à avancer, mais ce n'est pas un truc du genre où vous vous endormez, moi, je travaille pendant que vous vous roupillez, et puis après, vous vous réveillez, et puis pof, tout va bien, on n'en parle plus, salut, merci, voici le règlement de la séance, et tout va bien. Non, vous ne perdez pas conscience, vous n'êtes pas sans volonté. Lorsque vous êtes sous état d'hypnose, à moins d'être vraiment dans un état d'hypnose extrêmement profond, vous pouvez entendre les sons autour de vous, vous pouvez ouvrir les yeux n'importe quand et vous décidez à vous dire oui, bon, bah non, ça ne marche pas, ou non, j'ai pas envie, et puis sortir. Enfin, vous n'êtes pas devenu un légume, vous n'êtes pas sans force de volonté, vous ne perdez pas conscience. Ensuite, si vous comparez les expériences que vous avez sous hypnose, si vous parlez avec quelqu'un d'autre qui a été hypnotisé, eh ben, il y a de fortes chances pour que ce dont vous parlez vont être des choses totalement différentes. Il y a une foule d'expériences différentes, on ressent des choses totalement différentes, ça n'est pas toujours, on ne peut pas toujours comparer. Et donc de ce côté-là, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise expérience ou de bonne expérience, il n'y a pas de bonne façon de le faire ou de mauvaise façon de le faire, etc. Chaque personne peut avoir ses expériences propres et ça peut être très différent de personne en personne. Et enfin, ce n'est pas de la magie. Même si on ne peut pas vraiment expliquer ce qui se passe sous état d'hypnose, ça ne veut pas dire que c'est de la magie. Il y a beaucoup de choses que l'on peut expliquer aujourd'hui qu'on ne pouvait pas expliquer il y a 50 ans. À cette époque, on appelait ça de la magie. Maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est de la science et que c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce qu'en ce moment, on n'a pas les connaissances suffisantes pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe, mais c'est un phénomène totalement naturel qui existe, qui peut être produit, reproduit, qui peut être provoqué, mais ça n'a absolument rien de magique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas toute l'explication que c'est de la magie. L'hypnose, j'aime en parler comme un état modifié de conscience. C'est-à-dire que vous n'êtes pas inconscient, vous n'avez pas disparu, vous n'êtes pas endormi, non, c'est un état modifié de conscience. Vous êtes dans un autre état que vous l'êtes lorsque vous êtes en train de travailler ou en train de parler avec quelqu'un. Quoique, mais ça on en reviendra. Si vous conduisez, je suppose que ça vous est déjà arrivé enfin moi ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple de sortir du travail, de prendre la voiture et d'arriver à la maison sans me souvenir d'avoir fait ce trajet. Ou alors d'être presque arrivé à la maison et de me dire zut, en fin de compte, je devais aller au supermarché aujourd'hui. Et généralement, ce qu'on se dit, c'est bon, bah, la voiture, elle connaît le chemin toute seule. Ha ha ha. Non. En fin de compte, quand vous êtes dans cet état de conduite, lorsque vous faites un trajet que vous connaissez vraiment bien,
Dans ce cas-là, vous pensez à autre chose lorsque vous conduisez. Vous êtes dans un autre état. Vous êtes dans un état modifié de conscience. Vous êtes en état d'hypnose. Si vous conduisez sur une autoroute, si vous êtes en train de faire 300 km sur une autoroute où il n'y a pas beaucoup de voitures, éventuellement de nuit, vous pensez à plein de trucs. Et puis, les 3 heures vous paraissent... Beaucoup de personnes qui conduisent beaucoup et qui conduisent là aiment bien conduire loin et aiment bien conduire sur les autoroutes. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on entre dans un état hypnotique et pendant ces 2 ou 3 heures où on conduit, en fin de compte, on se sent bien, on est relaxé, on est détendu. Et c'est également pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents qui arrivent sur l'autoroute et qui arrivent sur les chemins qu'on connaît bien, parce qu'on a une tendance à entrer en état d'hypnose et en fin de compte à ne pas être attentif à ce qui se passe. Aussi, si vous préférez prendre les transports en commun, que vous preniez le bus, que vous preniez le train, eh bien, il arrive un moment, surtout dans le train par exemple, surtout si vous êtes assis, si vous avez trouvé une place assise, et s'il n'y a pas trop de bruit, ou même s'il y a du bruit quelque part, on regarde à l'extérieur, on regarde par la fenêtre, et puis, pof, on entre dans un état modifié de conscience. Un poteau, un poteau, un poteau, une vache, un poteau, paf, on est en train d'entrer tout simplement dans un état modifié de conscience. Vous êtes en état d'hypnose. Quand vous lisez un livre qui vous passionne, où vous êtes plongé dedans et vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes en état d'hypnose. Lorsque vous regardez un film ou une émission de télé qui vous intéresse, qui vous passionne, où vous êtes en plein dedans, vous êtes en état d'hypnose. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas nécessairement endormi, loin de là, vous êtes parfaitement conscient, vous pouvez en sortir quand vous voulez. S'il y a certains bruits ou certaines choses qui se passent, vous en sortez. Vous êtes dans un état second. Vous êtes dans un état modifié de conscience. Vous êtes en état d'hypnose. Alors, on a étudié, et on étudie toujours le cerveau sur ce qui se passe lorsqu'on est en état d'hypnose. Par exemple, on sait que si on vous met en état d'hypnose et qu'on vous montre un papier avec différentes couleurs, différentes taches qui sont grises, différents niveaux de gris, et que l'on vous hypnotise et que l'on vous fasse penser ou croire que vous voyez des points de couleur, on peut voir dans le cerveau que l'endroit qui est occupé à discerner les couleurs est activé en ce moment-là. Donc, on sait que l'hypnose fonctionne, mais on ne sait pas toujours pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi certaines personnes sont hypnotisables et certains d'autres non, on ne sait pas. On sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas encore pourquoi, tout simplement. Il y a différents degrés de profondeur dans l'hypnose. C'est-à-dire que, alors tout dépend de l'école, parce qu'il y a plusieurs écoles d'hypnose, tout comme il y a plusieurs écoles de psychologie. Et donc, vous allez avoir certaines écoles qui vont dire qu'il y a 5 niveaux de profondeur, d'autres qui vont dire qu'il y en a 7, d'autres qui vont dire qu'il y en a 3 ou 4, enfin bref. Donc, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus, et ça, je ne veux pas du tout entrer là-dedans, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur. On sait que, par exemple, si on peut mettre une personne en état d'hypnose extrêmement profond, le niveau de profondeur le plus profond, que ce soit 7, 5 ou 4, peu importe, on peut faire une opération sur cette personne sans anesthésie, le fait étant que l'anesthésie, c'est l'hypnose. Donc on peut mettre une personne tellement profondément en état d'hypnose qu'elle ne ressent rien physiquement. Mais quelque part, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Encore une fois, si votre conscience est occupée à quelque chose d'autre, eh ben, vous ne ressentez pas la douleur. Combien d'entre nous, par exemple, moi je bricole pas mal, beaucoup moins maintenant, mais sur ça j'ai bricolé pas mal. Mais par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous intéresse, vous le faites, etc. Et puis vous avez fini, et puis tout d'un coup, il y a votre femme ou votre mari ou ce que vous voulez qui vous dit « Oh la vache, dis donc, tu saignes là, qu'est-ce que tu t'es fait ?»« Je saigne ?»« Oh bah oui, tiens, je n'avais même pas remarqué. On s'est coupé ou on s'est fait un bleu, on ne sait pas d'où il vient. On s'est cogné à un moment donné, apparemment, suffisamment fort pour avoir un bleu.
Mais on ne sait pas comment on l'a eu. Comment tu as eu cette bosse, toi? Bah, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que votre conscience était occupée à quelque chose de totalement différent. Donc c'est tout simplement, il n'y a rien de mystérieux. Enfin, si, c'est un peu mystérieux parce que on ne sait toujours pas pourquoi ou comment on peut s'anesthésier de cette façon-là. Mais le fait est que c'est quelque chose qui arrive régulièrement, ça vous est peut-être même arrivé. Et donc c'est tout simplement lorsque l'on doit anesthésier quelqu'un en état d'hypnose, eh ben, c'est exactement la même méthode qu'on utilise, mais on utilise l'hypnose plutôt que l'anesthésie. C'est sûrement moins dangereux d'ailleurs pour la santé. Mais c'est une méthode comme une autre. Donc il y a plusieurs niveaux de profondeur. En psychologie ou en thérapie, on n'a pas besoin d'aller à ces niveaux si profonds pour que la personne ne ressente rien, soit en état d'anesthésie. On ne sait pas une opération qu'on est en train de faire. Donc les premiers niveaux sont parfaitement suffisants pour qu'on puisse travailler efficacement. C'est donc à dire que lorsque je mets quelqu'un en état d'hypnose en thérapie, certaines personnes, tout autant certaines personnes ne sont pas hypnotisables, tout autant certaines personnes vont très rapidement, très profondément, sans souci. C'est ce qu'on appelle des somnambules. Ça n'a absolument rien à voir avec les personnes qui marchent en dormant. Mais ce sont des personnes qui très rapidement entrent en état d'hypnose relativement profond. Mais en fin de compte, ça n'est pas nécessaire lorsque l'on travaille avec la psychologie, avec les problèmes psychologiques, les angoisses, etc. Si on peut travailler au niveau de ce qu'on appelle la rêvasserie, un petit peu comme quand vous êtes dans le train ou en voiture, là, comme j'ai expliqué il y a un instant, eh ben, c'est plus que suffisant pour travailler de façon efficace. Alors, une séance d'hypnose, ça se passe comment exactement? La première chose qui arrive, ou la première chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle l'induction. Alors, l'induction, c'est une méthode utilisée par l'hypnothérapeute ou par l'hypnotiseur de scène qui vous met en état d'hypnose. Alors, il y a des méthodes qui sont relativement lentes, il y a des méthodes plus rapides. Ça peut être une façon dont vous demandez de vous décontracter, et d'entrer petit à petit en état de décontraction, et puis vous pensez, vous voyez certaines choses, vous détendez telle et telle partie de votre corps. Ça peut être également de vous faire voir quelque chose une montre ou autre chose qui se déplace, et vous vous concentrez là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? L'une des théories pour pourquoi l'hypnose fonctionne ou pourquoi on entre en état d'hypnose, c'est en bon français parce que votre cerveau s'emmerde, tout simplement. Lorsque vous faites un long trajet en autoroute, la seule chose que vous voyez, c'est la route devant vous, etc. Votre cerveau s'ennuie. Lorsque vous faites le même trajet que vous avez fait 150 fois auparavant ou 350 fois auparavant, votre cerveau s'ennuie. Lorsque je vous demande de fermer vos yeux, de penser à rien, de voir un petit point, etc., votre cerveau s'ennuie. Et tout simplement, on entre en état d'hypnose parce que votre cerveau s'ennuie et puis il commence à se balader, justement parce qu'il s'ennuie. Et là, la différence est que le thérapeute, plutôt que de laisser votre cerveau aller se balader tout seul, va diriger votre cerveau et ce que vous pensez. Donc l'induction, c'est quelque part vous décontracter d'un côté, et puis aussi commencer à ennuyer votre cerveau. Vous dire que ça, comme ça, on lui enlève, on l'empêche de voir, on ferme les yeux, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'autre que le son de notre voix. On le fait donc se concentrer sur une chose, par exemple le fait d'élever un bras ou le fait de faire ceci ou cela. Et comme on lui donne quelque chose de quoi s'occuper, votre cerveau va commencer à se focaliser sur ça. Donc l'induction, c'est ce qui est utilisé par le thérapeute ou par l'hypnotiseur pour vous faire entrer en état d'hypnose. Et il y a une foule de méthodes différentes entre la décontraction, la surcharge des sens. La surcharge des sens est très souvent utilisée par les hypnotiseurs de scène, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire beaucoup de choses très rapidement qui, en fin de compte, ne sont pas nécessairement reliées. Et puis, ce qui fait que votre cerveau va être totalement paumé, et à un moment donné, ils vont vous poser une question précise, etc. Ce qui fait que, paf, vous allez focaliser là-dessus, vous allez être concentré dessus, et vous allez être prêt pour l'hypnose. En thérapie,
et pas en hypnose de scène. Ça, c'est pas nécessaire en hypnose de scène. Quoique c'est utilisé également, mais plus rapidement. On utilise ce qu'on appelle l'approfondissement. Alors l'approfondissement, c'est tout simplement vous faire aller plus profondément en hypnose, vous reposer, vous relaxer encore plus, aller plus profondément. Alors même si on peut travailler au niveau 1, sans souci, si on peut vous faire aller au niveau 2 ou 3, ou peu importe, un petit peu plus profondément, c'est toujours mieux parce que vous êtes beaucoup plus décontracté, parce qu'on ressent, quand on a eu une séance d'hypnose, très souvent, la plupart du temps, on peut ressentir ça comme une nuit de sommeil, tout simplement. On est plein d'énergie. Donc plus profondément on peut vous faire aller, donc le mieux ça vaut, mais on peut parfaitement donc fonctionner au niveau 1, pas de souci. Puis arrive la troisième partie qu'on appelle les suggestions. Alors les suggestions, tout dépend un petit peu, et c'est là où est le truc, ce que fait votre hypnotiseur en tant que profession principale, si on veut dire ça comme ça. Parce que hypnotiseur ou hypnotisé, n'importe qui peut l'apprendre. La preuve, je l'ai appris moi. Donc n'importe qui peut apprendre à hypnotiser. Vous aussi, vous pouvez apprendre à hypnotiser. Tout comme tout le monde sait dessiner, tout le monde sait hypnotiser. Mais tout le monde n'est pas Léonard de Vinci et il y a des hypnotiseurs qui sont meilleurs que d'autres. Ça, c'est un autre truc. Mais tout le monde peut apprendre à hypnotiser. Maintenant, ce qui est important, surtout si vous entrez dans ce qui s'appelle une hypnothérapie, c'est que vous vous assurez de ce que fait votre hypnotiseur à part l'hypnose. Si c'est un hypnotiseur à tendance psychanalytique, par exemple, eh ben, il va vous faire remonter le temps, vous allez remonter en enfance, vous allez revivre certaines choses, vous allez revivre certains traumatismes, excusez-moi, certains traumatismes, etc., etc. Moi, je ne bosse pas comme ça, je suis cognitif par ma profession en psychologie cognitive, et c'est-à-dire que ce que je fais, c'est qu'ensemble, on travaille sur certaines situations qui vous posent problème, on travaille d'un côté sur ce que vous pensez, vos émotions, etc., donc on bosse là-dessus, et puis au travers de ces émotions, quelque part, je compose les séances d'hypnose avec le travail qu'on a fait ensemble. Et puis, en état d'hypnose, je vous mets dans la situation et puis vous gérez la situation, guidé par moi, en hypnose. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si on part du principe que si quelque chose est vrai pour votre cerveau, c'est vrai pour vous. Lorsque une personne a une angoisse, bien entendu, ça se passe dans la tête de cette personne. C'est pas vrai, c'est pas réel ce qui se passe. Mais ça se passe dans son cerveau. Et si ça se passe dans son cerveau, c'est suffisamment réel et ça fait suffisamment peur. Lorsque on a travaillé une situation en état d'hypnose, le client a vécu cette situation. C'est un fait, c'est en état d'hypnose. C'est un fait, ce n'est pas vrai pour de vrai. Mais il l'a vécu en état d'hypnose, le cerveau a ressenti les émotions qu'il fallait ressentir, le cerveau a géré ses émotions, le cerveau a surmonté ses émotions, donc le client a eu une expérience. Et cette expérience, il peut la répéter pour de vrai un peu plus tard, parce que lorsqu'il est dans la situation pour de vrai, c'est une situation qu'il connaît déjà, qu'il a déjà vue, qu'il a déjà gérée. Il a une expérience. Ce n'est pas nouveau. Donc, moi, je travaille de ce côté-là. Après, vous allez avoir de l'hypnose ericksonienne qui travaille surtout sur avoir des expériences et qui ne sont pas aussi précises. Il n'y a pas de suggestions précises. Ce sont plutôt des métaphores, etc. Enfin bref, il y a tout un éventail de différentes méthodes. Donc, si vous voulez trouver un hypnotiseur pour vous aider à avancer ou à gérer certaines situations, vérifiez bien quelle est sa profession à part l'hypnose. Parce que l'hypnose n'est seulement qu'un outil qu'il peut utiliser ou ne pas utiliser. Mais le plus important, c'est ce qui va vous faire faire en état d'hypnose. Qu'est-ce qui va vous faire travailler et comment vous allez travailler. Ensuite, après ces suggestions, il y a ce qu'on appelle tout simplement le réveil. Le réveil entre guillemets, parce qu'en fin de compte, on ne dort pas vraiment, mais c'est plutôt revenir dans son état de conscience
normal, si on veut dire ça comme ça, ou quotidien, c'est que lorsque l'on sort de l'hypnose. Alors là, donc l'hypnose, c'est utilisé pour gérer certains soucis, etc. Mais ça peut également être utilisé pour apprendre de nouvelles choses, pour se débarrasser de certaines angoisses. Ça peut être utilisé pour, quelque part, vous rendre votre liberté, pour visualiser un futur, pour visualiser certaines choses que vous désirez améliorer. Ça peut être utilisé dans énormément de possibilités, énormément de champs. Et ça serait beaucoup trop loin à expliquer dans un vidéocast, dans un podcast ou dans une vidéo. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de choses que l'on peut travailler sous hypnose, outre les problèmes psychologiques, que ce soit les angoisses, les phobies, que ce soit les problèmes d'alcool, arrêter de fumer, ce que vous voulez. Mais il y a aussi une possibilité de développer ces diverses possibilités, de développer sa croyance en soi, sa confiance en soi, etc. Voilà, donc j'ai démystifié un petit peu l'hypnose, c'est vrai, mais d'un autre côté c'est beaucoup plus intéressant si on reste un petit peu dans la réalité et dans le côté scientifique de l'affaire. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un site sur l'hypnose qui s'appelle hypnotiser, ER à la fin, .info, qui a plusieurs informations et aussi pour comment trouver un bon hypnotiseur, etc., comment est composée une séance d'hypnose. Et puis, bien entendu, vous êtes toujours bienvenus sur mon site principal, malka.fr. Et puis, j'ai fait un nouveau site qui, justement, parle de l'hypnose. Vous pouvez aller sur hypnose.malka.xyz, qui est un site que j'ai fait où vous pouvez apprendre l'auto-hypnose en profondeur en 21 jours. Bref, vous avez pas mal de possibilités, à vous de voir. Si vous avez des questions, si vous avez des envies, si vous voulez que je traite d'un certain sujet dans un prochain webinaire, vous n'hésitez pas à m'écrire à cyril@malka.fr. Et puis, sinon, nous nous revoyons d'ici une petite quinzaine de jours pour un nouveau webinaire. Au revoir.